Nous nous tournons souvent vers le passé pour nous comprendre. Ce soir, nous portons notre attention sur l'année 1894 et l'histoire solennelle de Benjamin Pitezel. C'est une affaire qui nous rappelle que derrière les archives historiques se trouvent de vraies personnes, dont les vies ont été irrévocablement changées par les événements qui se sont produits. C'est leur histoire, du mieux qu'elle peut être racontée. Le récit, cependant, ne commence pas avec M. Pitezel, mais avec l'homme qui allait orchestrer sa perte, Herman Webster Mudgett, mieux connu dans le monde sous le nom de Dr. Henry Howard Holmes. En 1894, Holmes était le propriétaire d'un vaste bâtiment labyrinthique à Chicago, un hôtel surnommé par la presse le Château de l'horreur ou Château du meurtre. C'était un monument à son esprit sombre et tordu, un lieu de passage secret, de pièces insonorisées et d'une destination finale terrifiante dans la cave. Bien que l'affaire Pitezel se déroulerait loin des murs du château, l'homme en son centre était un produit de cette sinistre architecture, charmant, brillant et totalement dépourvu d'âme. Benjamin Pitezel était charpentier de métier, un homme avec une famille et une faiblesse pour l'alcool. Son chemin a croisé celui de H. Holmes à Chicago, et il est rapidement devenu le bras droit loyal, bien que souvent manipulé, du docteur. Pitezel était une sorte d'inventeur, et ses compétences furent utiles à Holmes, l'aidant à construire certaines des caractéristiques bizarres de l'hôtel de Chicago. Mais plus qu'un employé, Pitezel est devenu un complice de confiance dans les nombreuses fraudes de Holmes. Leur partenariat était étrange et inégal. Holmes était le cerveau charismatique, dégageant une aura de richesse et d'intelligence. Pitezel était l'associé malléable, un homme usé par la vie et facilement influencé par la promesse d'argent facile. Il semblait aveugle aux véritables profondeurs de la dépravation de son partenaire, le considérant comme un escroc astucieux plutôt que comme le monstre qu'il était vraiment. Cette confiance, cette erreur de jugement fondamentale sur le caractère de Holmes, allait finalement coûter tout à Pitezel et à sa famille. À l'été 1894, Holmes concocta ce qu'il croyait être son plan le plus ingénieux à ce jour. Une escroquerie à l'assurance vie. La cible, et participants consentants, était Benjamin Pitezel. Le plan était que Holmes souscrive une police d'assurance vie de $10 000 sur Pitezel auprès de la Fidelity Mutual Life Association. Pitezel se rendrait ensuite à Philadelphie, où il simulerait sa propre mort lors d'une fausse explosion de laboratoire. Holmes se procurerait un cadavre défiguré dans une école de médecine, le ferait passer pour le corps de Pitezel et ils se partageraient l'énorme paiement. L'épouse de Pitezel, Carrie, fut mise au courant de la conspiration. Bien qu'hésitante, elle fut persuadée par les assurances confiantes de Holmes et la promesse de sécurité financière pour ses 5 enfants. Croyant qu'il s'agissait d'un crime astucieux et sans victime, Benjamin Pitezel se rendit à Philadelphie pour jouer son rôle, ignorant que Holmes avait déjà réécrit le scénario, faisant de son partenaire non pas un co-conspirateur, mais la victime. Début septembre 1894, dans une propriété louée à Philadelphie, le dernier acte de la fraude était censé avoir lieu. Mais H. Holmes n'avait aucune intention de trouver un cadavre de substitution. Le corps le plus pratique était celui de Benjamin Pitezel lui-même. Holmes assassina son associé de longue date, utilisant probablement du chloroforme pour le rendre inconscient, avant d'enflammer son corps avec du benzène pour simuler l'explosion prévue. La supercherie qui s'ensuivit fut magistrale. Holmes, grâce à ses connaissances médicales et à son sang-froid inébranlable, réussit à identifier aux autorités le cadavre gravement brûlé comme étant Pitezel. Il amena même l'une des propres enfants de Pitezel, Alice, âgée de 15 ans, à la morgue pour une identification formelle, un acte de cruauté calculé pour ajouter de la légitimité à sa revendication. Avec l'aide d'un avocat peu méfiant, Holmes encaissa la police d'assurance de $10 000. La première partie de son plan fut un succès complet. Benjamin Pitezel était mort et Holmes était $10 000 plus riche. Pour Carrie Pitezel et ses enfants, le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Holmes revint auprès de Madame Pitezel, lui donnant une maigre somme de $500 de l'argent de l'assurance. Il commença ensuite à tisser une toile de mensonges élaborés. Il convainquit la veuve éplorée que son mari n'était pas mort,
mais avaient été forcés de se cacher à Londres après que la fraude eut mal tourné. Il prétendit que de puissants ennemis étaient à leur trousse et que, pour leur propre sécurité, la famille devait être séparée. Avec son charme effroyablement persuasif, Holmes convainquit Carrie de lui confier 3 de ses 5 enfants, la réfléchie Alice, la vivace Nellie et le jeune garçon Howard. Il promit de les emmener retrouver leur père. Une Carrie désespérée et désorientée accepta, plaçant ses enfants directement entre les mains du meurtrier de leur père. Elle allait passer les mois suivants à être transportée de ville en ville par Holmes, croyant toujours qu'elle n'était qu'à une escale d'être réunie avec son mari et ses enfants. Ce qui s'ensuivit fut un voyage obsédant à travers le Midwest américain et jusqu'au Canada. Holmes voyagea avec les 3 enfants Pitezel, les forçant à écrire des lettres rassurantes à leur mère, qu'ils maintenaient sur une route séparée mais parallèle. Les enfants, initialement pleins d'espoir, devinrent fatigués et effrayés. Ils vivaient une vie nomade avec des valises, sous le contrôle d'un homme dont l'agréable extérieur dissimulait à peine une froideur terrifiante. En octobre 1894, Holmes emmena Alice et Nellie à Toronto. Là, dans la cave d'une maison louée, il les assassina. Il les força à entrer dans une grande malle, les gazant probablement à mort par un trou qu'il avait percé dans le couvercle. Il enterra ensuite leur corps dans le sol de terre peu profond de la cave. Peu de temps après, il se rendit dans une maison de location à Irvington, Indiana, avec le jeune Howard. Là, il tua le garçon, démembra son corps et brûla les morceaux dans un grand poêle à bois. Les enfants à qui l'on avait promis des retrouvailles avec leur père avaient rencontré leur propre fin brutale. Pendant que Holmes commettait ces actes horribles, la Fidelity Mutual Life Insurance Association n'était pas inactive. Des soupçons avaient été soulevés au sujet de la réclamation de Pitezel, dès le début. Ils engagèrent la célèbre agence de détective Pinkerton pour enquêter. L'affaire fut confiée au détective Frank Geyer, un enquêteur déterminé et méthodique. La piste commença à Philadelphie, mais devint froide jusqu'à ce qu'un indice crucial émerge. Un ancien associé emprisonné de Holmes, Marion Hedgepeth, informa les autorités du complot d'assurance après que Holmes eut omis de le payer pour son rôle. Holmes fut finalement arrêté à Boston en novembre 1894. Mais la question demeurait, où étaient les 3 enfants Pitezel? Frank Geyer se lança dans une recherche exhaustive à travers le pays, un exploit remarquable de travail de détective au XIXe siècle. Il retraça méticuleusement les pas de Holmes, utilisant les registres d'hôtels, les contrats de location et le témoignage d'innombrables témoins pour reconstituer le voyage final et tragique des enfants. L'enquête du détective Geyer le mena d'abord à Indianapolis, puis au petit chalet d'Irvington. Là, dans le conduit de cheminée d'un grand poêle, il fit une macabre découverte. De petits morceaux d'os carbonisés, une dent et un morceau de jouet d'enfant. C'étaient les restes du jeune Howard Pitezel. De là, la piste mena Geyer à Toronto. Dans une maison de la rue St. Vincent, agissant sur la base d'informations de voisins qui se souvenaient d'avoir vu Holmes avec 2 jeunes filles, il commença à excaver la cave. Le 15 juillet 1895, sa recherche se termina de la manière la plus déchirante imaginable. Enfouis dans une tombe peu profonde, se trouvaient les corps nus d'Alice et Nellie Pitezel. La recherche nationale était terminée. Les découvertes firent la une des journaux à travers le pays, transformant l'affaire d'une simple fraude à l'assurance en l'un des cas de meurtre les plus sensationnels et horrifiants de l'époque. Le public était captivé et consterné par l'histoire du diabolique docteur et du détective qui l'avait traqué sans relâche. En octobre 1895, H.H. Holmes fut jugé à Philadelphie, accusé spécifiquement du meurtre de son partenaire Benjamin Pitezel. Le procès fut l'un des premiers grands spectacles médiatiques de l'ère moderne. Les journaux de tout le pays publiaient quotidiennement des reportages sensationnels. Holmes, toujours narcissique, renvoya ses avocats et assura à un temps sa propre défense. Il était calme, éloquent et absolument captivant, contre-interrogeant les témoins avec un détachement glacial. L'accusation, cependant, bâtit un dossier en béton. Ils présentèrent des preuves des tromperies élaborées de Holmes, le témoignage du détective Geyer sur la découverte des corps des enfants et les lettres que les enfants avaient écrites à leur mère sous sa contrainte. Le poids des preuves était écrasant. Après une courte délibération, le jury le déclara coupable de meurtre au 1er degré. Le juge le condamna à la pendaison.
Dans l'attente de son exécution, H. Holmes se livra à un dernier acte de manipulation, sa confession. Il écrivit plusieurs versions, toutes remplies de mensonges et de contradictions, mais dans sa déclaration finale, vendue aux journaux Hearst, il avoua 27 meurtres, y compris ceux de Benjamin Pitezel et de ses 3 enfants. Le 7 mai 1896, Herman Webster Mudgett, alias H. Holmes, fut exécuté à la prison de Moyadim Singh à Philadelphie. Il mourut, comme il avait vécu, une énigme calme et troublante. L'affaire laissa une cicatrice indélébile dans la psyché américaine. C'était l'histoire d'un monstre moderne, un homme qui utilisait l'anonymat d'une nation en évolution rapide pour commettre des actes indicibles. Mais en son cœur, c'est l'histoire tragique de la famille Pitezel, entraînée dans une toile de tromperie par un ami de confiance et finalement détruite par un prédateur caché à la vue de tous. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Réfléchir à ces événements passés est une façon de se souvenir des individus impliqués et de l'impact de leurs histoires sur leur communauté. Si vous avez des réflexions sur l'affaire d'aujourd'hui, nous vous invitons à les partager respectueusement dans les commentaires ci-dessous. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour notre prochaine affaire de crime véritable.